Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente à nouveau, Christian Boger. Je suis enseignant-chercheur au Centre Percé de Mines ParisTech et j'anime le groupe de travail H2Mines pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Merci tout d'abord d'être aussi nombreux connectés pour ce webinaire organisé en partenariat avec France Hydrogène, anciennement AFIPAC, et consacré à la présentation de notre groupe H2Mines. C'est un webinaire qu'on a voulu focaliser sur la R&D et la formation pour la filière hydrogène. Un peu déçu, bien sûr, de ne pas avoir pu vous accueillir au printemps comme on l'avait prévu dans les locaux de Mines ParisTech, boulevard Saint-Michel. On ne voulait pas différer plus encore cette rencontre, même si le format devait être digitalisé. En faisant le point rapidement hier sur le nombre d'inscrits, on a vu que vous étiez à peu près 150, dont plus de 110 industriels de 90 entreprises différentes. Donc, merci encore de vous être montrés si nombreux intéressés. Pour poursuivre les échanges, un questionnaire vous sera adressé dans la foulée du webinaire pour recueillir votre avis sur l'événement, identifier vos besoins et sonder votre intérêt à poursuivre les échanges sur des thématiques spécifiques. Dans la version présentielle en fait, de la journée qu'on voulait organiser, on vous proposait des ateliers d'échanges thématiques donc, qui étaient programmés dans l'après-midi. On va essayer d'organiser ça dans la foulée du webinaire, donc, et selon les réponses qu'on recevra, questionnaire qu'on va vous envoyer, on organisera dans le prolongement donc, au choix soit des ateliers thématiques, soit des rendez-vous directs avec les experts du groupe pour aller plus loin encore dans les échanges avec vous. Donc avant de démarrer réellement, je vais me permettre de rappeler quelques règles de bonne pratique classiques que vous connaissez pour éviter toute interférence et préserver la bande passante. Vos micros et caméras sont coupés. Donc vous avez l'opportunité de rallumer votre caméra si vous le souhaitez, notamment lors des questions. Donc, seuls ceux des intervenants, a priori, en tout cas pour les micros aujourd'hui, sont activés. Puis, étant donné le grand nombre de personnes connectées, pour faciliter les échanges, on a nommé un modérateur. Donc, le rôle est attribué à Rodrigo Rivera Tinoco, enseignant-chercheur à Mines ParisTech. Donc, en seconde partie de webinaire, vous pourrez poser des questions via le chat. Donc, Rodrigo les reprendra pour vous et les adressera aux collègues les mieux à même d'apporter une réponse complète en fonction de la question qui sera posée. Enfin, pour mieux vous identifier, on va vous demander, si vous le voulez bien, de mentionner votre nom. Donc, votre nom, prénom, ça doit déjà être fait, mais de rajouter en fait le nom de votre entreprise ou de votre institution. Donc, pour ça, c'est très simple, un clic droit sur votre nom et puis vous pouvez renommer ce qui est indiqué sur votre vignette. Et enfin, notez que le webinaire est enregistré et que la vidéo sera mise en ligne sur le site du Carnot Mines et les diapos vous seront envoyés ultérieurement. Donc, on a souhaité organiser la première partie de ce webinaire avant la séance de questions donc, autour de 5 interventions courtes, 8 à 10 minutes chacune, 2 présentations suivies de 3 interviews ou entretiens, dont 2 témoignages de collaboration industrielle. Le premier sera donné par un acteur industriel et l'autre par un acteur du territoire. Philippe Boucli, président de France Hydrogène, donc anciennement à FIPAC, fera tout d'abord le tour des enjeux en termes de R&D et de formation pour la filière hydrogène en France. J'enchaînerai ensuite avec la présentation de l'offre du groupe H2Mines et suivront les 3 illustrations de collaboration, les 2 témoignages de collaboration industrielle. D'abord Luc Rouvert, directeur scientifique de Symbio, sur le thème de la mobilité. Et puis Alexandre Denardi pour le syndicat Trifil sur le thème de la production d'hydrogène issu de biomasse. Ces témoignages permettront de mettre en valeur la proximité de nos labos avec l'industrie et leur implication également forte en région. Et pour assurer la transition entre ces 2 témoignages, Pascaline Pré, enseignante-chercheur à IMT Atlantique et coordinatrice du département énergie, génie des procédés de l'Institut Carnot Mines, présentera le travail du groupe H2Mines autour du démonstrateur Power to Gas Minerve, qui est installé en région nantaise. Le travail est réalisé dans le cadre d'un projet fédérateur iTrend, financé par l'ANR via notre Institut Carnot, donc l'Institut Carnot Mines. Les interviews de Pascaline et d'Alexandre Denardi seront menées par Johanna Schlesinger, chargée de soutien à l'innovation pour la filière énergie et environnement de l'Institut Carnot. J'ai pas mal parlé de l'Institut Carnot jusqu'à présent, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas ces instituts. En fait, il s'agit de regroupements d'établissements de recherche qui favorisent la recherche partenariale avec les acteurs socio-économiques et notamment les entreprises. Donc, le label est décerné par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et des financements sont alloués par l'ANR en fonction du montant du niveau d'activité contractuelle qui est réalisé avec les entreprises. Donc, notre Institut Carnot, l'Institut Carnot Mines, regroupe 44 centres de recherche de 9 écoles, les écoles des mines, plus Polytechnique, l'ENSTA ParisTech et Sigma. Voilà, après cette introduction peut-être un peu longue, sans plus attendre, je vais donner la parole maintenant à Philippe Boucli, président de France Hydrogène.
Bonjour à toutes et à tous. Ce que je voulais dire en introduction de ce webinaire, c'est que donc, vous n'êtes pas sans savoir que le 8 septembre, la stratégie nationale hydrogène a été présentée par deux ministres. Oui, voilà, c'est pas en plein écran non plus chez moi. Non, slide précédente. Voilà. Par deux ministres, donc Bruno Le Maire et Barbara Pompili. 7,2 milliards d'euros, une stratégie qui se développe sur trois axes: décarboner l'industrie et créer une filière française compétitive de l'électrolyse, développer la mobilité professionnelle et on va y venir dans un instant, un axe fort, un axe relatif à la recherche et développement et à la formation. Cette stratégie nationale hydrogène est complètement en ligne avec la vision de la filière, la vision que nous avions exprimée dans un manifeste que nous avions publié le 21 juillet. Alors, la recherche française est vraiment une recherche de premier plan dans le monde, recherche d'excellence, et il s'agit maintenant, et c'est le but de cet axe 3, cet troisième axe, de préparer, je dirais, le coup d'après et pour ce faire, alimenter, nourrir un dialogue important entre industriels et académiques. Et le webinaire d'aujourd'hui va y contribuer, et en cela, je remercie donc à H2Mines d'avoir organisé ce webinaire. La slide suivante. Donc, comment se présente cet axe 3? Essentiellement deux directions, deux composants. Soutenir la recherche et l'innovation. Il y a encore beaucoup à faire dans un certain nombre de domaines. Ce que je répète très souvent dans mes interventions, c'est que les technologies hydrogènes sont matures, mais et donc à ceux qui disent retournez dans vos labos quand vous serez prêts, vous viendrez nous voir. Les technologies sont matures, il faut passer à un stade de déploiement pour changer d'échelle et baisser les coûts. Mais néanmoins, il y a encore beaucoup à faire dans un certain nombre de segments, on va y venir après, dans un certain nombre de segments, de façon à améliorer les process, réduire les coûts, réduire le besoin de matière, etc. Donc, tout ceci va être fait dans le cadre d'un programme prioritaire de recherche, un PPR, intitulé Application de l'hydrogène, PPR qui sera géré par l'ANR et qui est doté d'un fonds, d'un montant, d'un budget de 65 millions d'euros sur plusieurs années. Et parallèlement à ça, le deuxième composante de cet axe 3, c'est développer les compétences, c'est-à-dire préparer la manœuvre du futur pour l'hydrogène. Donc, ça concerne à la fois les techniciens, mais également les ingénieurs. L'idée est de développer… Non, pas encore. L'idée est de développer des campus des métiers et des qualifications. Et là, c'est une composante dotée d'un budget de 30 millions d'euros. La suite. Alors, comme je le disais, les technologies sont matures, mais il y a encore un certain nombre d'améliorations qui sont nécessaires sur l'ensemble des segments de la chaîne de valeur. Au niveau de la production, il y a encore à faire sur l'électrolyse, mais également sur le captage et la séquestration du carbone, puis également sur la purification de l'hydrogène qui est produit par les différents moyens de production. Dans le stockage, il y a la question, quand je dis stockage, c'est aussi stockage, transport, distribution, c'est tout l'aspect, la maîtrise complète de la logistique de l'hydrogène. Donc, il y a encore à travailler sur la liquéfaction et probablement rechercher des modes de liquéfaction plus modestes que les grandes unités actuelles, mais travailler également sur ce qu'on appelle les LOHC, la Liquid Organic Hydrogen Carrier, ces vecteurs d'hydrogène, ces vecteurs liquides d'hydrogène.
Travailler également sur tout ce qui concerne la pression, puisque c'est aussi un mode de densification de l'hydrogène. Et puis, troisième, à l'autre bout de la chaîne de valeur, travailler sur les usages, donc les piles, les catalyseurs et également la métrologie. Slide suivante. Alors, l'axe 3 n'est pas complètement arrivé par hasard. Il a été préparé par IFI. IFI, c'est un groupement d'intérêt scientifique créé par l'association du CEA et du CNRS. Et l'objet étant de créer des consortiums pour répondre à des problématiques industrielles particulières. Donc, ils ont dégagé quatre axes qui sont cités là sur la slide. Un axe, un axe production par électrolyse. Donc, c'est tout ce qui concerne l'électrolyse haute température. Donc là, il s'agit essentiellement de travailler sur la durabilité, sur l'augmentation de la durée de vie des composants. Sur l'électrolyse basse température, la rendre plus flexible, essayer de limiter le recours à des matériaux critiques. L'axe 2, c'est l'ensemble de la chaîne, comme je disais à l'instant, stockage, transport, distribution. Donc là, c'est l'hydrogène liquide, l'hydrogène des liquides organiques transporteurs vecteurs d'hydrogène, mais également s'intéresser à la métallurgie et notamment pour l'injection de l'hydrogène dans les réseaux de gaz naturel, tout ce qui concerne le stockage haute pression de l'hydrogène et enfin, éventuellement, poursuivre la recherche sur le stockage dans des matériaux solides. L'axe 3, la conversion de l'hydrogène, c'est plutôt tout ce qui concerne les piles à combustible, les piles PEM, SOFC, et puis également l'utilisation de l'hydrogène, soit pur, soit en mélange avec du gaz naturel dans des turbines ou dans des moteurs à combustion interne. Et l'axe 4, c'est une approche, je dirais, transverse, c'est accompagner le déploiement des systèmes à hydrogène. C'est des analyses de cycle de vie, c'est ce qui concerne l'éco-conception, l'éco-design et également les questions de sécurité ou les questions relatives à l'impact socio-économique. Slide suivante. Excusez-moi de vous interrompre, Philippe. Christian, est-ce que tu peux arrêter le partage et recommencer parce que tout à l'heure, ça fonctionnait bien. Mais depuis que tu as repartagé, on ne voit pas les slides en entier et on n'arrive pas bien à lire. Donc, si tu peux arrêter de partager et relancer le partage. Les 6. Super, merci beaucoup. Très bien. Oui, à vous, Philippe. Désolé pour le dérangement. Donc je disais que Sophie, donc, qui émane de ce groupement d'intérêt scientifique IFI, avait donc réfléchi à ce qu'il conviendrait de faire pour maintenir cette excellence de la recherche française. Donc, c'est un projet qui a été proposé au gouvernement et qui se décline selon les 4 axes que je viens d'indiquer. Et il s'inscrit, comme c'est indiqué là, il s'inscrit en soutien amont des projets qui sont portés par les consortiums industriels et il porte sur une durée de l'ordre de 5 ans. Suivant. La slide suivante. Alors, donc voilà, tel que le programme prioritaire de recherche n'est pas encore sorti, il fait encore l'objet de discussions, mais on retrouve bien les 4 axes dont je parlais, à la fois donc la production par électrolyse, la question au-delà de, là c'est écrit hydrogène storage, mais au-delà de ça, c'est ce qui est relatif à
je dirais, la logistique, c'est-à-dire non seulement le stockage, mais aussi le transport et la distribution avec les différents vecteurs dont je parlais. Sur la conversion, c'est les piles et également la combustion dans des turbines. Et enfin, l'accompagnement de tous les projets hydrogène, l'accompagnement du déploiement des systèmes hydrogène. Suivant. Alors, dans l'immédiat, il y a une réflexion qui a été menée pour mettre en commun l'ensemble des moyens d'homologation, de certification des systèmes hydrogène. Le constat a été fait que les industriels français étaient souvent obligés d'aller à l'étranger pour justement homologuer leur système et donc faire la queue dans des files d'attente parfois longues. Et ils ont bien compris qu'étant étrangers, ils n'avaient pas forcément la priorité dans ces pays d'accueil. Et donc, l'idée est de faire l'inventaire et de rassembler dans cette plateforme française d'essai qu'on appelle H2Lab, rassembler l'ensemble de ces moyens de façon à pouvoir faire ces essais en France et ces homologations de certification, ces tests nécessaires pour la mise sur le marché et par là même réduire le time to market, réduire la mise sur le marché des produits nouveaux. Suivant. Alors, ce qui se fait en France n'est évidemment pas isolé, mais s'inscrit dans une démarche plus générale au niveau européen. Au niveau européen, vous savez qu'il y a l'association Hydrogène Europe et je dirais au sein ou à côté d'Hydrogène Europe, il y a Hydrogène Europe Research qui réunit l'ensemble des labos qui travaillent labos, instituts de recherche qui travaillent sur l'hydrogène. Suivant. Ce qui se fait à l'Europe s'est fait jusqu'à présent dans le cadre d'un partenariat public-privé, le FCAJU, et dans le cadre du programme Horizon 2020. Ce sont des sommes considérables qui ont été investies dans la recherche jusqu'à présent, enfin notamment dans le programme 2014-2020. C'est comme vous voyez 244 projets qui ont été soutenus pour un montant total de près de 900 millions d'euros. 900 millions d'euros qui viennent abonder les sommes les sommes investies dans ces domaines-là par le privé. Donc, ce programme se termine et dès à présent, des réflexions sont menées. Slide suivante. Des réflexions sont menées pour préparer la nouvelle période 2021-2027 qui, donc là, cette fois, ce sera encore dans le cadre d'un partenariat public-privé et donc le nom, là, c'est Horizon Europe. De façon globale, la Commission a proposé un budget de 100 milliards d'euros, mais je dirais pas seulement pour l'hydrogène, de façon générale, pour tout ce qui est recherche. Et récemment, un chiffre de un peu plus de 13 milliards a été évoqué pour le cluster 5, qui est énergie, climat et transport, dans lequel sera logé l'hydrogène. Donc là, vous voyez encore la segmentation tout à fait classique donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur, production, transport, distribution, stockage et enfin usages finaux et également des approches transverses, notamment en ce qui concerne la standardisation, les réglementations, la sécurité et la formation. Et de façon à préparer ce nouveau partenariat et lui donner du contenu, un certain nombre, slide suivante, un certain nombre de feuilles de route sont mises au point. Là, c'est un exemple, une feuille de route pour les véhicules hydrogène à pile à combustible. Au total, une vingtaine de feuilles de route de ce type, de feuilles de route technologiques, avec des jalons précis
de façon à atteindre des objectifs, là vous voyez sur la partie droite, atteindre un certain nombre d'objectifs quantifiés à l'horizon 2030, avec donc des jalons et puis des actions à mener pour atteindre ces objectifs. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. L'ensemble de la recherche de l'amont, recherche très amont avec des TRL très bas, jusqu'aux entreprises, disons l'ensemble de la recherche est mobilisé. Je considère qu'il y a un bon dialogue entre industriels et recherche. Ce dialogue est à entretenir et à amplifier. Et le progrès vient justement de ce va-et-vient constant entre recherche et industrie. Et je pense que des webinaires comme celui-ci, comme celui d'aujourd'hui, sont de nature à contribuer fortement à enrichir ce dialogue. Je vous remercie pour votre attention. Bien, je passe la parole à Christian. Merci. Merci, Monsieur Boucli, pour ce panorama qui dresse un bon état des lieux, des enjeux sur lesquels il nous faut encore travailler, et puis des guichets de financement. Vous avez aussi parlé donc, des appels qui vont bientôt sortir. Ouais. Moi, je vais essayer de le montrer tout à l'heure. Hein, nos chercheurs sont très bien positionnés pour relever un certain nombre de défis que vous avez évoqués, que ce soit pour la production d'hydrogène à partir de méthane ou par électrolyse, le stockage ou la conversion dans les piles à combustible notamment. Alors bien sûr, nous, notre recherche, je vais le dire tout à l'heure, hein, elle est appliquée et on est positionné sur les grands domaines qui intéressent la filière, essentiellement pour nous la mobilité, l'habitat, mais aussi les réseaux de distribution, et tout le long de la chaîne qui relie les matériaux, vous en avez parlé aussi, au système en passant par les composants. Alors nos objectifs à chaque fois, hein, c'est bien sûr d'améliorer les performances, efficacité et durabilité, pour reprendre des mots-clés que vous avez cités, tout en diminuant les coûts à la fois économiques et environnementaux. Alors, vous avez aussi mentionné l'accompagnement au déploiement de la filière. Donc, on s'intéresse aussi à cet aspect-là de la filière, hein, puisqu'on regroupe tout ça sous le vocable un peu générique de développement durable. Donc, je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, j'en arrive bien maintenant à la présentation que je voulais faire sur le positionnement du groupe H2000 sur la filière hydrogène. Donc, qui viendra compléter, j'espère, la description du paysage de la recherche en France. Donc, H2000, c'est un groupe de travail de l'Institut Carnot Mines qui est né de la volonté de fédérer les acteurs de la filière hydrogène au sein de l'Institut Carnot Mines pour identifier à la fois les synergies et les collaborations possibles, optimiser les interactions avec le monde industriel et proposer une offre de compétences larges, à la fois sur la recherche et le développement, mais aussi sur la formation. Tout cela étant issu des labos de recherche des écoles de l'Institut. Le groupe est né en fait en mars 2016 sur la base du noyau fédéré en 2005 dans le cadre d'un projet du groupe des écoles des mines qui portait sur l'hydrogène et les piles à combustible. Les activités de recherche dans nos écoles, elles remontent bien au-delà de 2016, même de 2005, puisqu'elles sont démarrées dans les années 90, réellement avec le projet européen Fever et le développement du premier véhicule pile à combustible avec Renault. Donc H2000 aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? 19 laboratoires ou centres de recherche de 8 écoles d'ingénieurs, donc les écoles des mines, Albi, Alès, Douai, Nantes, Paris et Saint-Étienne, plus l'ENSTA ParisTech et Sigma Clermont. Ça représente environ une quarantaine de permanents, enseignants, chercheurs, ingénieurs et techniciens qui sont impliqués dans les recherches sur la filière et une quarantaine de doctorants, post-doctorants. En 2020, c'est aussi 21 projets de recherche menés en partenariat avec les acteurs de la filière et financés à hauteur de 8 millions d'euros, tout projet positionné sur toute la chaîne de valeur de la filière. On en a parlé, hein, production d'hydrogène, stockage et distribution, usage et développement durable. Et puis, bien sûr, à côté de cette activité contractuelle très conséquente, les enseignants-chercheurs du groupe publient aussi très raisonnablement. On a fait le bilan là, sur les 6 dernières années, 180 publications liées au domaine de la filière hydrogène. Alors pour la présentation d'aujourd'hui, on a privilégié un format court hein, pour les présentations. Donc, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de toutes nos activités. L'objectif, c'est de dresser un panorama un peu général.
Donc, comme dit précédemment, bien sûr, sans aborder tous les aspects, nos activités de recherche sont positionnées sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière hydrogène, donc de la production à l'utilisation en passant par le stockage et la distribution. Donc, selon les cas et les verrous à lever, on peut apporter des réponses à différents niveaux, matériaux, composants ou procédés systèmes, via des recherches, de la recherche expérimentale et ou modélisation. On a effectivement la plupart du temps à cœur de tenir les deux bouts de la chaîne, du matériau nanotexturé par exemple, au système, et entre simulation et expérimentation. Donc je peux détailler un peu chacune des voies qui sont précisées sur ce transparent. En matière de production, nous concentrons nos efforts sur les procédés sans émission nette de CO2. Donc par électrolyse de l'eau, bien sûr, haute température, basse température, photoélectrolyse, quelque chose d'un peu plus amont, et puis réformage, pyrolyse, gazéification de la biomasse pour ne pas se limiter à l'eau comme ressource d'hydrogène. Et puis une des spécificités aussi, un des fleurons de notre recherche, le craquage plasma du méthane, qui permet de produire donc de l'hydrogène sans émission de CO2, donc coproduction carbone solide et hydrogène. Alors quand les sources d'hydrogène sont carbonées, il faut souvent le purifier pour pouvoir alimenter les piles à combustible, notamment basse température. Donc on regarde les procédés de purification tels que les procédés PSA ou les procédés de purification électrochimique par exemple. Et pour le suivi et le contrôle des procédés, on développe des capteurs de gaz pour le contrôle des concentrations donc en hydrogène, CO par exemple. Pour ce qui est du stockage, donc des modes très diversifiés sont étudiés, là, matériaux divisés, réservoirs haute pression, assez classiquement, et peut-être plus spécifiquement les cavités salines, de manière à répondre aux besoins à différentes échelles pour les applications portables, mobilité ou le couplage ozonnaire, par exemple, et le stockage saisonnier. Donc on s'intéresse à différents vecteurs, liquides notamment, vous en avez parlé, je crois, donc les LOHC ou les ressources azotées de type ammoniac. Donc, cela fait le lien avec le domaine de la distribution, qui est notamment abordé via la protection chez nous de conduites de gaz. Les usages, enfin, historiquement, les premières études ont porté sur les systèmes PEMFC avec le projet Fever, je l'ai mentionné en introduction. Elles se sont ensuite rapidement diversifiées pour s'étendre aux piles haute température. Dans Fever, on parlait de PEMFC, à la production de combustible de synthèse, au power to gas, et plus récemment à la rétroconversion du CO2, par exemple. Donc, la combustion est également un axe de recherche qu'on regarde, et nous avons bien noté que ce mode de conversion est présent et de plus en plus visible dans les feuilles de route que vous avez présentées notamment aujourd'hui, à la fois feuilles de route de France Hydrogène et de Hydrogen Europe Research. Donc là aussi, on apporte des développements à la fois systèmes et matériaux, en proposant des innovations technologiques d'une part et des nouveaux matériaux dans les cœurs de piles, par exemple. Alors, une des forces du groupe H2Mines, c'est également de pouvoir bénéficier de compétences reconnues en sciences économiques et sociales qui peuvent être mobilisées au profit de la filière. Donc, ce qu'on regroupe, nous, dans notre groupe, sous le terme de, je le disais tout à l'heure, développement durable, avec des études sur l'ACV, des études de risque, synergie éco-industrielle, développement dans les territoires, bien sûr, cartographie des enjeux et débats, prospective, etc. En quelques mots donc, pour résumer, une offre très variée et très complémentaire répartie sur l'ensemble des centres de recherche de l'Institut Carnot. Donc on appuie en fait toutes ces recherches on s'appuie pour faire toutes ces recherches sur des plateformes expérimentales remarquables et parfois même uniques, pour n'en citer que quelques-unes et pour reprendre la même classification que sur la diapo précédente. Donc en termes de production, je pourrais citer l'unité pilote Valterra qu'on utilise qu'on a développée pour la production d'hydrogène par pyrolyse de bois ou de mélange bois-plastique, par exemple, donc avec un lien direct avec la valorisation des déchets. La torche plasma, ici à Sofia, pilote plasma triphasé de 250 kW pour la coproduction de noir de carbone et d'hydrogène. En termes de stockage, je mettrai en avant le pilote de stockage assez original qui permet de reproduire le comportement thermodynamique d'une cavité de stockage saline ou minée, parce qu'elle est soumise à des cycles d'injection et de soutirage. Sur les usages, un laboratoire hydrogène qui permet de tester des systèmes jusqu'à une dizaine de kilowatts et dans certaines conditions, même en conditions continues, en opération 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je l'ai dit, on s'intéresse aux matériaux, donc on dispose entre autres d'un équipement original pour le développement de matériaux aérogels avec une boucle de séchage au CO2 supercritique.
Bon, et puis je parlerai pas en détail, mais puisque ça sera abordé tout à l'heure, le démonstrateur Power to Gas Minerve également, qui fera l'objet d'une des interventions d'aujourd'hui. Donc, quelques technologies innovantes sont issues de nos labos, par exemple les concepts SOFC monochambre ou Ideal Cell, ou la recirculation passive, par exemple, dont on parlera tout à l'heure également, les échantillonneurs Rollsi, etc. Pour aller encore plus loin sur tout cela, bien sûr, je vous inviterai à prendre contact avec les spécialistes qui sont chez nous. Donc, la recherche qu'on mène, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une recherche appliquée au plus proche des problématiques industrielles, alors au bénéfice des grands groupes, mais pas seulement. On travaille aussi beaucoup avec les PME et les startups, selon des modes de collaboration assez variés, donc en direct avec l'industrie. Donc, au passage, je mentionne qu'on est éligible au CIR, via l'établissement de contrats de collaboration et d'accords cadres qui peuvent intégrer un volet formation. Donc ça, c'est de plus en plus important. Montage de chaires également. Cela se fait aussi régulièrement dans le cadre de projets dits collaboratifs, en réponse aux divers appels à projets émis par l'ANR, l'ADEME ou l'Europe, par exemple. Donc, dans tous les cas, Armin est un partenaire très efficace dans toutes les phases de montage des projets, du montage et tout au long de la vie des projets, bien sûr. Enfin, des innovations technologiques sont issues de nos labos, qui conduisent parfois à la création de start-up. La dernière en date dans le domaine de l'hydrogène, Plénésis, rencontrant déjà un certain succès. Donc, H2Mine est bien sûr connecté aux différents réseaux de la filière via ses différents labos et grâce à son implantation sur une grande partie du territoire. Vous l'avez vu sur une des premières slides que j'ai présentées. Présent dans les pôles de compétitivité, membre d'associations ou de sociétés savantes, participant au GDR. On est également membre de la Fédération de recherche hydrogène qui vient de prendre la suite du GDR à ESPAC. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais on a un certain nombre de laboratoires dans nos centres qui sont Institut mixte CNRS, Unité mixte CNRS, pardon. Donc, on est bien identifié au niveau européen également. Mine Paritech représente le groupe H2Mine à Hydrogène Europe Research. Donc, j'ai bien repéré le logo sur la planche que vous avez présentée, Monsieur Boucli. Je viens d'ailleurs d'actualiser le logo sur le site d'HER, puisque maintenant, il faut associer PSL à l'école des mines. Philippe Boucli, donc vous avez mentionné tout à l'heure IFI et H2Lab. Donc, une des premières actions concrètes du groupe, en fait, ça a été d'essayer de donner plus de visibilité à nos actions. Et donc, on a intégré les groupes de discussion pour ces deux actions-là, IFI et H2Lab, donc à l'époque où Adamus Crenchi pilotait l'initiative. Donc, nos enseignants-chercheurs s'impliquent également fortement dans la formation. C'est un des deux volets qu'on voulait aborder aujourd'hui lors de ce séminaire, parce que c'est un point saillant du plan de relance qui rejoint les préoccupations des industriels avec lesquels on discute fréquemment. Donc, on forme dans nos écoles essentiellement des ingénieurs et des docteurs, formation par la recherche avec des thèses, bien sûr, la plupart du temps proposées dans le cadre de projets de recherche avec l'industrie, ce qui permet d'essaimer ensuite dans le tissu industriel. Puis au niveau des cycles de formation de nos ingénieurs, on propose une grande variété de formats, donc projets de fin d'études bien sûr, des choses un peu plus spécifiques comme les métiers de l'ingénieur généraliste, des trimestres recherche issus de la refonte très récente du cycle ingénieur civil, notamment de Paritech, des masters spécialisés, des formations continues et puis enseignement spécialisé. Donc là, je ferai un petit focus sur un nouvel enseignement spécialisé qui va voir le jour sur la filière hydrogène, donc qui sera bientôt disponible. Format d'une semaine bloqué, assez classique chez nous pour ce type d'enseignement. Donc le programme prévu parcourt l'ensemble de la filière, en s'appuyant sur les compétences développées dans les centres. C'est toujours ce qu'on fait quand on fait de la formation, donc en s'appuyant sur les centres de recherche des écoles. Et puis dernier point, l'Executive Education. C'est un programme de formation dédié aux cadres dirigeants avec proposition de masterclass ou de formation courte et sur mesure. Donc la formation pour nous est également un mode de collaboration fort et puis une voie de recrutement privilégiée pour les industriels avec lesquels on travaille. Donc les industriels peuvent facilement et évidemment contribuer à nos programmes de formation en proposant des interventions, des études, des sujets de recherche, des études pour les MIG, pour nos modules recherche, ou même accueillir des élèves en stage, financer des thèses ou programmes de recherche associés. Enfin, donc, pour aller plus loin sur le groupe H2Mine et puis les interactions qui existent au sein du groupe, la complémentarité des compétences disponibles
en fait, a permis au groupe d'être lauréat du dernier appel à projet interne de notre Institut Carnot avec un projet Power2X financé à hauteur de 1 million d'euros par l'ANR via l'Institut Carnot. Donc, il est construit autour de la plateforme Minerve, que Pascaline présentera tout à l'heure, et qui est installée en région nantaise. Et il a pour objectif d'étudier en fait un cas d'ingénierie circulaire centré sur le captage du dioxyde de carbone dans les fumées en sortie de chaudière. Donc, le projet intègre des aspects production d'hydrogène, de méthane, stockage et détection de gaz, intégration dans les réseaux de gaz et d'électricité, sans oublier le volet développement durable qui nous est cher, avec des études ACB, analyse de risque, synergie éco-industrielle et controverses. Bon, je ne vais pas déflorer le sujet, bien sûr. Le travail du groupe sur le périmètre de la plateforme va être présenté tout à l'heure dans le cadre de l'interview de Pascaline. Et pour finir, un flyer est à votre disposition. Donc, il vous a été distribué hier dans sa nouvelle mouture, hein, une version un peu étendue par rapport à la première et en version anglaise. Donc, il vous permettra d'en savoir un peu plus sur les différentes compétences du groupe. Et bientôt, nous l'espérons, on aura une plaquette plus détaillée qui pourra donner plus d'informations. Donc, bien sûr, je vous invite à prendre contact avec nous pour aller plus loin encore et spécifier ensemble les sujets de collaboration possibles et ou formation, bien sûr. Donc, pour aller plus loin, bien sûr, des points de contact, donc ils sont mentionnés sur le flyer. 2 points d'entrée principaux, je dirais, si vous n'arrivez pas à identifier vraiment le sujet sur lequel, plutôt le bon contact en fonction du sujet sur lequel vous voudriez travailler avec nous. Johanna, vous pouvez contacter Johanna ou moi-même, et on se chargera de rediriger vers les bons interlocuteurs au sein du groupe. Voilà, donc j'en ai fini pour la présentation du groupe H2Mines. Donc après cette synthèse un peu rapide, mais un peu dense quand même de l'offre du groupe, on a souhaité vous présenter en guise d'illustration 3 exemples de collaborations différents. Une collaboration directe, celle que le Centre Percé de Paritech mène avec la société Symbio, puis une collaboration multipartenaire réalisée au sein du groupe H2Mines, dont un pan, je le répète à nouveau, sera présenté par Pascaline tout à l'heure. Et puis enfin une 3e en interaction forte avec un territoire, celle qu'a menée le Centre Rhapsody de l'École des Mines d'Albi en région Occitanie. Bon, on a pris le parti aujourd'hui de réserver les questions en fin de webinaire, donc on enchaîne toutes les présentations. Et puis, donc notez bien vos questions, bien sûr, et puis on vous donnera la parole à la fin des 3 présentations qui vont suivre. Donc, on va commencer par la collaboration industrielle directe et puis le témoignage de Luc Rouvert. Donc, on a choisi de faire ça. Donc, les 3 qui vont suivre sont sous la forme d'interview entretien. Donc, là, je vais discuter un peu avec Luc pour essayer d'illustrer la collaboration qu'on mène depuis de nombreuses années avec la société Symbio. Donc, bonjour Luc. Donc, je commence par une toute petite présentation que tu pourras compléter, bien sûr. Donc, tu es cofondateur de Symbio et notamment responsable de l'innovation et de la formation chez Symbio. Donc, merci d'avoir accepté cet entretien pour nous parler de la collaboration que Symbio mène avec le Centre Percé depuis le démarrage de la société. Donc, beaucoup ici, bien sûr, connaissent Symbio, mais peut-être est-ce que tu peux préciser la position de leader que tient en France cette start-up, donc initialement start-up, créée en 2010, et puis devenue, donc, comme chacun sait, je pense, en 2009, déjà joint venture Mishta Faurecia. D'abord, bonjour à tous. Donc, Luc Rouvert, directeur scientifique de Symbio, et l'un des cofondateurs de Symbio FCL. Donc, globalement, Symbio FCL est une société Symbio est une société, qui a 10 ans d'âge, qui a été créée en 2010 sous l'impulsion de Fabio Ferrari, avec Pierre-Yves Levert qui a développé l'aspect business développement, l'aspect écosystème, Didier Benin qui était sur l'industrialisation et la transposition des résultats de développement et de recherche au produit, et moi-même qui gérais le côté développement et recherche. D'accord. Donc, Symbio FCL trouve son origine en 2010 et
donc avec ces 3 personnes et avait un objectif initial qui était notamment axé sur la forte puissance, qui nous a poussé à démarrer une collaboration avec une société qui s'appelle GreenGT, qui, elle, avait un besoin de systèmes au-delà de 100 kW pour des applications assez particulières, une application de niche qui était la course automobile, mais pour nous qui permettait d'initier une activité forte puissance. En parallèle, donc sur cette activité, c'est vrai qu'on a accompagné GreenGT jusqu'à maintenant sur différentes évolutions. Donc en 2010, nous avions développé un démonstrateur 100 kW sur une base de piles à combustible, les Mark 9 SSL. Vous m'entendez bien? Parce que j'ai des messages qui arrivent. Oui, Luc, ton micro a été coupé il y a 30 secondes, si tu peux. D'accord. Alors, je reprends. Donc, initialement, SymBioFCell avec une vocation et un axe sur la forte puissance. Donc, à notre création, l'un de nos premiers partenaires était GreenGT et on s'est accroché à ce partenaire du fait de l'aspect forte puissance, bien que ça soit une application niche qui est le véhicule de course. Et globalement, on a accompagné GreenGT de notre création jusqu'à maintenant sur l'item forte puissance. Et initialement, donc en 2010, nous avons lancé une démonstration d'un système 100 kW sur la base de piles Ballard Power System, les marques 9 SSL Velocity. Et en parallèle, on a démarré un travail sur l'aspect du range extender, faisant suite à un appel d'offres de Renault pour le développement d'un range extender pour la Kangoo électrique. Donc, on a évolué en parallèle de GreenGT, où il y a eu plusieurs évolutions dans la forte puissance. On a évolué vers on va dire un premier produit qui était le Kangoo électrique range extender d'une puissance de 5 kW, tout en avançant sur la forte puissance pour aboutir à un véhicule qui était la GreenGT H2, qui était un véhicule qui embarquait 18 stacks, 18 piles à combustible, dont la puissance devait atteindre 300 kW. Donc, nous avons développé, en parallèle de cette forte puissance, nous avons développé le Kangoo qui a plusieurs générations, qui s'est faite sur une base de stack F venant d'une collaboration entre le CEA et PSA, pour enfin arriver à une vie sur la route progressive. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons 200 véhicules sur la route. Et suivant notre évolution, on a fait plusieurs tours de table et des actionnaires sont rentrés dans SymBioFCell, dont Michelin et Engie. Et en 2018-2019, nous avons changé de titre. SymBioFCell est devenu Symbio. Et Michelin a fait un rachat de Symbio en 2019 pour, sur la base de Symbio, créer une joint venture avec Faurecia en vue de produire un produit qui s'appelle le Blockstack. Donc c'est un produit entre la pile et le système qui a un triptyque, c'est-à-dire le stack, sa boucle hydrogène et son humidificateur, avec comme vocation de devenir un équipementier automobile afin de proposer nos produits pour reposer aux constructeurs automobiles pour des gammes qui peuvent aller il y a 2 gammes, faible puissance range extender de 5 à 20 kW et des gammes qui vont au-delà de 40 jusqu'à plusieurs centaines
kilowatts. Alors pour ce faire, c'est vrai que la forte puissance nous a accompagnés. Nous avions commencé donc sur des technologies existantes dont on a pris une licence qui était la technologie qui venait de la collaboration du CEA et de PSA. Et donc dès notre naissance, comme la forte puissance était ciblée, nous avons commencé une collaboration avec le CEA pour le développement d'une technologie, la dite N. Et pour l'aspect système, on a initié une collaboration avec le laboratoire Percé, Armin, pour étudier les aspects système, et aussi on a des projets de collaboration sur l'aspect électrochimique. Je pense que tu peux passer. Donc, écoute, merci beaucoup pour cette présentation détaillée de Symbio. Je pense que tu connais bien le centre Percé, pour y avoir fait ta thèse dans les années 90, déjà sur les piles à combustible, avec Patrick Achard et Rudolf Metkemeyer, à qui on doit la majorité des développements chez nous sur les systèmes piles notamment. Ensuite, un petit détour par le Japon, chez Nissan, aux États-Unis. Alors globalement, j'ai démarré la pile à combustible. Juste un petit historique très rapide. Je suis plutôt issu de la mécanique et de la conversion d'énergie, les machines tournantes, et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans le laboratoire de Percé de l'école des mines pour réaliser une thèse sur les systèmes piles à combustible au profit de la société Renault dans le cadre du projet Fever. Donc, c'était une activité orientée très système, optimisation pile-compresseur. Donc, effectivement, je connais assez bien le laboratoire. Donc, l'historique de Symbio, en termes de coopération avec Percé, globalement, c'est l'une des premières coopérations qui a démarré. Les discussions démarrent en 2010, quasiment quelques mois après notre création, principalement sur les aspects système, pour pallier à certaines problématiques, notamment sur la boucle d'hydrogène, avec le développement de ce qu'on appelle la recirculation passive, qui a fait pour vocation à optimiser l'utilisation de l'hydrogène dans un système pile à combustible. Et ce qu'on peut avancer, je ne sais pas si c'est trop tôt, avec un aboutissement assez intéressant et pratique. Voilà, donc ça c'était la première collaboration en 2010, et puis donc elle s'est enchaînée, ça s'est poursuivi jusqu'aujourd'hui, puisqu'on a aujourd'hui de nouveaux sujets de recherche avec vous. D'accord. Donc on va arriver à la conclusion de cette collaboration. Globalement, cette collaboration a permis aussi le dépôt d'un brevet qui est commun entre Armin, Percé et Symbio FCL, et maintenant qui est mis en application chez l'un de nos clients pour une application assez spécifique. Donc ça a été globalement pour Symbio FCL, cette collaboration nous a permis d'avoir un facteur différenciateur qui nous a permis d'obtenir un contrat conséquent et d'évoluer vers ce que nous sommes actuellement. C'est hyper intéressant, je dirais, comme remarque, parce qu'effectivement, on développe un certain nombre on dépose des brevets, bien sûr, dans les labos. On n'a pas recensé le nombre de brevets sur la filière hydrogène, mais là, on a un exemple concret où les brevets qu'on dépose, où ce brevet-là a réellement été valorisé, quoi. Donc ça, c'est suffisamment notable pour être… Voilà, c'est un brevet valorisé qui donne aussi un avantage concurrentiel à Symbio FCL sur certains aspects de l'utilisation des systèmes piles dans la mobilité. Donc, c'est vrai qu'il est valorisé, et globalement, l'investissement de Symbio FCL, on va dire entre guillemets, est rentabilisé aussi. Et voilà, c'est un aboutissement qui est logique dans une collaboration industrielle et laboratoire. Donc là, on poursuit avec deux nouveaux sujets. Peut-être tu peux nous en dire un mot. Quels sont les… Donc, nous poursuivons notre collaboration. Excusez-moi, juste, Luc, je vous interromps une
on a pris beaucoup de retard avec les problèmes techniques au début, donc je vous rappelle juste qu'il faudrait qu'on avance. Voilà, merci. D'accord, je vais essayer d'être très bref. Donc, notre aventure commune se continue, notre collaboration reste. On a deux sujets qui apparaissent primordiaux pour aussi qu'on garde notre facteur différenciateur. Donc, ce sujet se porte sur les interactions pile compresseur-humidificateur et l'hybridation thermoélectrique. Donc, c'est des sujets très système avec globalement ce qu'on essaye par ces études, c'est de gommer, on va dire, les désavantages de la pile à combustible en développant des innovations avec le soutien et la collaboration avec Percé afin de gommer ces désavantages. Alors, on a pas mal parlé de système, c'est le gros de la collaboration hein, qu'on mène ensemble, mais vous intéressez aussi un peu à ce qui se passe au cœur des systèmes hein, dans les assemblages membrane-électrode. Pour preuve, vous avez participé à quelques-uns des projets ANR sur lesquels qu'on a coordonné. Donc, je voulais savoir un peu, ou tu nous expliques un peu quelle était en fait votre ambition sur cette thématique-là. Où est-ce que vous voulez aller ? Notre ambition, on va dire qu'elle est double. Globalement, SymBioFcell a sa technologie de stack. Dans ce stack, on a un besoin de MEA. Ces MEA peuvent être produites dans certains cas. Effectivement, on a eu la chance de pouvoir intégrer Paxitech à SymBioFcell. Donc, on a une activité MEA. Cette activité MEA nous permet déjà d'avoir une recherche sur le cœur électrochimique en collaboration avec des labos hein, comme Percé. Déjà pour pouvoir se projeter dans le futur, quelles peuvent être les performances du NMEA dans le futur, pour aussi avoir, on va dire, une connaissance suffisante pour discuter avec des fournisseurs de MEA aussi, et voir un développement de MEA propre dans le futur. Donc, ce type de collaboration est fondamental parce que globalement, un système pile est un tout et cet ensemble a des performances et les performances sont globalement un équilibre entre le cœur électrochimique, la MEA, les aspects système et les cycles d'usage. Donc, c'est sûr que si on ne tient pas compte de l'un de ces trois facteurs, on peut s'éloigner du point optimal ou du point d'équilibre. Donc, pour ce faire, pour pouvoir proposer des systèmes qui répondent aux besoins, économiquement viables et aussi pérennes d'un point de vue technique et d'usage, il est nécessaire aussi bien qu'on travaille sur le système, qu'on travaille aussi sur le cycle d'usage des bases roulantes, mais aussi sur le cœur électrochimique. Ok, écoute, merci beaucoup pour ces précisions. Hein. C'est exactement ce qu'on essaie de faire dans le centre. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, tenir les deux bouts de la chaîne. On avait prévu de parler un peu des stacks nouvelle génération. Je ne sais pas si on va directement à la formation pour gagner un peu de temps. Très rapidement, là, on a eu 10 secondes globalement. Donc, je vous ai parlé du triptyque que le nouveau Symbio a comme politique. C'est vraiment développer des produits entre guillemets standards qui seront proposés à des constructeurs automobiles qui sont un triptyque stack, boucle hydrogène, humidificateur qui ont pour vocation à être installés dans des bases roulantes sur différents segments. Et donc, c'est les deux images, hein, c'est les images de gauche et bien sûr mon activité qui concerne les aspects système traité avec Percé et peut-être d'autres, et bien sûr avec des collaborations avec d'autres laboratoires, c'est développer une nouvelle génération de stacks pour une échéance de 5 à 10 ans pour une mise en application. Ok, super. Écoute, alors, il y a un volet formation hein, dans le sujet du… Alors, nous avons un volet formation du fait du développement de SymBioFcell. C'est vrai que SymBioFcell grossit et s'est posé la question justement de
des personnes nouvelles entrants. Et comme SymbioFCL est orienté, vous l'avez compris, dans les systèmes piles, dans les piles à combustible aussi de la MEA, on s'est posé la question pour une catégorie de personnes qu'on appelle les architectes système, c'est qu'il n'y a pas réellement de formation sur le sujet, c'est-à-dire que l'aspect système est un aspect pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a de l'électrochimie, de la mécanique des fluides, des machines tournantes, notamment sur les auxiliaires tels que le compresseur, du transport de matière pour les humidificateurs. Et donc cet aspect pluridisciplinaire, on a décidé de développer une formation interne pour des ingénieurs, de jeunes ingénieurs nouvellement entrants, pour qu'ils bénéficient on va dire, d'une période de formation de 18 mois où ils vont devoir appréhender, on va devoir leur transférer toutes nos connaissances sur les aspects système, les interactions entre l'électrochimie, de l'électrochimie au compresseur et les interactions aussi avec les bases roulantes. Donc on a créé on a créé la Symbio Academy pour initier cette formation. Donc à titre d'exemple, cette année on a une nouvelle promotion qui est de 5 personnes qui viennent de formations pluridisciplinaires. Nous avons une jeune demoiselle qui est spécialiste de la MEA. Nous avons des personnes qui font aussi du transverse, des mécaniciens, des thermodynamiciens. Et globalement, on fait ce melting pot, on va dire, scientifique et technique. Et on travaille avec eux pendant 18 mois afin qu'ils appréhendent l'aspect global du système pile à combustible pour des applications de mobilité automobile. Donc, cette académie, nous souhaitons, nous commençons à travailler avec l'École des mines de Paris via le laboratoire PERC. On peut citer aussi l'ECAM Lyon pour partager certains de nos modules avec ces écoles dans leurs modules de formation, mais aussi bénéficier de leurs modules de formation sur l'aspect hydrogène. Écoute, merci beaucoup. J'aurais bien aimé continuer cette discussion longtemps avec toi, mais on a d'autres occasions de le faire. On voit bien l'interaction, recherche, formation, et puis toutes les collaborations qu'on a pu mener ensemble, je pense, illustrent très bien tout ça. Je ne vais pas prendre plus de temps pour passer à la suite donc, de ce webinaire. Donc, je passe la parole maintenant à Johanna Schlesinger qui va parler avec Pascaline Prey donc, de la collaboration qu'on mène au sein d'H2Mines autour de la plateforme Minerve. Oui, merci Christian de me passer la parole. Juste avant d'enchaîner, je vais partager une information. La présentation sera partagée à tout le monde après le webinaire. Et comme on a pris un petit peu de retard par rapport au programme, on va essayer d'accélérer. Pascaline, tu peux partager du coup ton écran? Oui. Je libère. Alors, donc, comme l'a dit Christian, afin d'illustrer comment les chercheurs de différentes disciplines du groupe H2Mines collaborent entre eux, tu vas nous parler du projet de R&D iTrend, dont Christian a déjà parlé plus tôt. Et plus précisément, tu vas nous parler des activités du projet qui se déroulent autour de la plateforme Power2Gas Minerve, qui est basée à Nantes. Est-ce que déjà, Pascaline, tu peux juste te présenter rapidement et nous dire quelques mots sur ce que c'est que la plateforme Minerve? Oui, bonjour Johanna, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis enseignante-chercheur à IMT Atlantique, au département Systèmes énergétiques et environnement, qui est aussi rattaché au laboratoire GPA, où j'anime une équipe de recherche qui travaille sur les procédés appliqués au traitement de gaz et à la valorisation matière-énergie des résidus et des bioressources. Donc, au sein de l'Institut Carnot-Mines, je coordonne par ailleurs les activités des centres de recherche qui sont impliqués sur la thématique énergie et génie des procédés. Donc, la plateforme Minerve, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'une plateforme
qui rassemble un démonstrateur de procédés de stockage d'électricité renouvelable issus de l'éolien ou du solaire photovoltaïque et qui produit du gaz naturel de synthèse qui est utilisable sous forme de carburant véhicule ou de combustible de chaudière. Donc, la photo montre un aperçu de l'ensemble de cette installation. Donc, ce démonstrateur se situe au nord de Nantes, au cœur du pôle technologique de la Chantrerie. Donc, il compose une boucle d'énergie locale destinée à opérer de manière autonome pour couvrir une partie des besoins en chaleur et en électricité des entreprises qui sont implantées sur le site, ainsi que pour les différents établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Donc, le site de la Chantrerie, il est aujourd'hui doté d'une éolienne, d'une puissance de 20 kW électriques, 1300 m² de panneaux photovoltaïques sur toiture, une chaufferie collective, donc équipée de chaudières bois et gaz naturel, et la plateforme Power to Gas Minerve, qui jouxte en fait le bâtiment de la chaufferie. Donc, son projet de construction a été démarré en 2018 et il a été porté par l'association foncière urbaine libre de la Chantrerie. S'en est suivi une campagne d'essais qui ont permis de valider les performances de cette installation et qui a été réalisée sur la période 2019-2020 avec la collaboration des chercheurs d'IMT Atlantique. D'accord, donc sur ce site, il y a une plateforme multi-énergie avec l'électricité, de la chaleur, des gaz et avec une boucle d'énergie locale puisqu'il y a des activités à la fois de production, de transformation et valorisation de l'énergie en local. Donc dans le cadre du projet iTrend, des chercheurs de H2Mines collaborent autour de cette plateforme. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement les objectifs de ces activités R&D autour de cette plateforme ? Oui, donc actuellement, cette plateforme, elle comprend deux briques technologiques principales. Un électrolyseur qui est destiné à produire de l'hydrogène à partir d'eau et des surplus d'électricité, donc qui sont notamment issus de sources renouvelables, couplé à deux réacteurs de méthanation catalytique qui transforment l'hydrogène en présence de dioxyde de carbone en méthane de synthèse. Donc, l'un des objectifs du projet iTrend est de poursuivre le développement technologique de la plateforme par l'intégration d'une unité de captage-stockage CO2 qui aujourd'hui est distribuée en bouteilles. Donc, il s'agit de récupérer le CO2 qui est dilué dans les fumées de combustion en sortie des chaudières au niveau de la chaufferie pour le reconvertir avec l'hydrogène en méthane de synthèse. Donc, l'ajout de cette brique technologique viendrait ainsi compléter le démonstrateur et mettre en place une boucle de recirculation supplémentaire du carbone qui est à la fois émis et consommé par les chaudières qui, par ailleurs, alimentent le réseau de chaleur local. Ok. Donc, dans cette démarche très localisée, de boucle locale à la fois d'énergie et de matière, vous profitez de cette source de CO2 à proximité et vous essayez d'intégrer cette brique de captage-stockage. Quels sont les défis scientifiques et technologiques de l'intégration d'une telle brique de captage-stockage de CO2 sur cette plateforme? Eh bien, l'intégration de cette unité de captage nécessite une phase préliminaire d'étude qui doit permettre de définir quel procédé mettre en œuvre et comment l'optimiser à la fois au plan des performances, des coûts et de l'empreinte environnementale. Donc, pour atteindre cet objectif, deux leviers ont été identifiés. D'une part, valoriser la chaleur fatale, notamment celle évacuée dans les fumées de combustion, pour venir compenser les besoins thermiques des procédés au niveau du démonstrateur. Et puis d'autre part, développer aussi un procédé de régénération innovant du solvant qui est employé pour extraire le CO2 qui est dilué dans les fumées.
Donc, ce solvant, il est en effet recirculé au niveau de l'unité de captage. Donc, il concentre dans un premier temps en solution le CO2 extrait pour ensuite le régénérer par chauffage sous forme gazeuse. Mais les procédés conventionnels de régénération thermique de solvants opèrent avec des colonnes de grande dimension, alimentées en vapeur d'eau sous pression. Donc, ce sont des procédés qui sont très énergivores, en plus d'être très encombrants. Typiquement, la hauteur des colonnes peut atteindre plusieurs mètres. Donc, le projet iTrain s'intéresse au développement d'un procédé alternatif, intensifié et plus compact de captage CO2, qui utiliserait comme seul vecteur d'énergie donc de l'électricité, donc qui pourrait être renouvelable, pour régénérer par irradiation micro-ondes du solvant. Ok, donc vous cherchez à la fois à exploiter la source de CO2 locale, mais aussi la source de chaleur locale. Et en parallèle, vous essayez d'électrifier une partie du procédé pour essayer de décarboner au maximum l'ensemble du procédé. Donc, sur ce projet-là, des chercheurs de H2Mines travaillent. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes compétences de H2Mines qui sont mobilisées pour développer cette brique innovante? Ces compétences, je dirais qu'elles sont à la fois diverses et complémentaires. Donc, elles combinent les expertises de différents centres de recherche de l'Institut Carnot-Mines, qui relèvent à la fois des sciences de l'ingénieur et des sciences humaines et sociales. Donc, sur la dimension technologique, les compétences mobilisées se rapportent au domaine de l'ingénierie des procédés et à l'optimisation énergétique des systèmes. Donc, il s'agit en effet, dans ce projet, de concevoir et de dimensionner un procédé de captage-stockage CO2, mais aussi d'adapter son mode opératoire aux contraintes de fonctionnement de la plateforme, et qui doit notamment prendre en compte la nature intermittente des ressources, énergie et matière qui sont disponibles. L'intégration de ce procédé sur la plateforme nécessite aussi d'implémenter une stratégie de contrôle commande de l'ensemble de la chaîne de procédés, avec l'installation de capteurs qui permettent de contrôler à la fois la composition des gaz et puis les flux d'énergie. Donc, toutes ces compétences se trouvent rassemblées au sein de l'Institut Carnot-Mines. Donc, elles associent notamment les centres de recherche de Mines ParisTech et IMT Atlantique sur les aspects d'ingénierie et de Mines Saint-Étienne sur les aspects instrumentation et conduite de procédés. Donc, ce développement technologique, il sera également complété par des études qui s'inscrivent plus sur une dimension de développement durable et qui vont notamment porter sur les aspects économiques, enjeux sociétaux, sécurité, risques et impact environnemental mesuré par analyse de cycle de vie. Donc, des chercheurs de Mines Saint-Étienne, de Mines Alès, de Mines ParisTech sont en particulier impliqués dans ces travaux. D'accord. Donc, H2Mines... Pardon, comme l'a mentionné aussi tout à l'heure Christian, donc, on peut signaler que le projet iTrain, il englobe des actions qui vont un petit peu au-delà du périmètre de la plateforme et qui concernent par exemple le développement de matériaux procédés pour la production d'hydrogène et la méthanation par conversion de biomasse, ou la construction d'une cartographie des enjeux et des débats autour de l'hydrogène avec celle des politiques publiques locales de l'énergie. D'accord, donc H2Mines mobilise des compétences assez variées autour de ses activités R&D dans l'objectif d'assurer le développement d'une technologie qui soit à la fois performante mais aussi durable. On a parlé de la pluridisciplinarité scientifique, mais c'est aussi un projet multi-acteurs puisque vous collaborez avec de nombreux partenaires socio-économiques dans le cadre de ce projet. Comment la région, les acteurs du territoire, la région et les acteurs industriels collaborent-ils avec vous sur ce projet? Eh bien, la construction de la Minerve donc, a été principalement soutenue d'un point de vue financier par
le Fonds européen de développement régional et aussi l'ADEME. Mais il y a d'autres partenaires à la fois privés et publics qui ont aussi contribué. Donc les entreprises GRT Gaz, Engie, GRDF, mais aussi les syndicats de collectivités, la région Pays de Loire, conseil départemental, Nantes Métropole, et puis les établissements d'enseignement supérieur comme IMT Atlantique et Polytech Nantes. Donc aujourd'hui, le projet iTrend, il implique aussi des travaux R&D menés dans le cadre d'un contrat de thèse CIFRE avec l'entreprise CEREM, qui est un leader français de la fabrication d'équipements micro-ondes industriels. Ok. Et donc, on a parlé notamment des acteurs du territoire qui sont mobilisés autour de ce projet. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement les retombées concrètes attendues au niveau du territoire suite à ce projet? Donc, la plateforme Minerve, il faut la voir comme une plateforme de test et de prématuration des technologies du Power to Gas qui se situe à une échelle moindre comparée à celle de grands démonstrateurs industriels tels que Jupiter à Fos-sur-Mer. Donc, ce projet iTrend, il a été présenté à la région Pays de Loire, notamment dans le cadre de l'élaboration de sa feuille de route hydrogène qui a été votée dans le courant de l'année. Et donc, les résultats de ce projet, ils doivent permettre notamment de contribuer au développement d'un savoir industriel, donc en territoire ligérien, pour le déploiement de filières de production d'hydrogène issues d'énergies renouvelables. Donc, il est certain qu'au fur et à mesure de l'avancement du projet, eh bien, nous solliciterons de nouveaux partenaires industriels. Ok. Merci Pascaline pour cette intervention. Ça nous permet d'illustrer concrètement comment les différentes compétences de H2Mines peuvent être mobilisées autour d'un projet R&D. Maintenant, on va enchaîner avec le dernier témoignage de cette présentation, avec l'entreprise Trifil. Donc, normalement, je partage mon écran. Et si Alex Denardi peut allumer sa caméra. Donc, cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un témoignage d'une entreprise industrielle, un témoignage d'un acteur du territoire, donc à savoir l'établissement Trifil, qui est basé en région Occitanie. Alex Denardi, merci de faire ce témoignage lors de ce webinaire. Vous êtes ingénieur innovation chez Trifil et vous allez nous parler de la collaboration entre Trifil et le centre Rhapsody d'IMT Mines Albi Carmo. Cette collaboration, elle a porté sur la valorisation de biogaz issu de déchets en hydrogène. Alors, avant de parler de cette collaboration, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Trifil? Oui, bien sûr. Bonjour et bonjour à tous. Merci pour ce temps de parole. Donc, en effet, Trifil, ce n'est pas une entreprise, en fait, c'est un établissement public qui a la charge de la valorisation des déchets ménagers dans le territoire du Tarn. Donc, le cœur de métier de Trifil, c'est pas l'hydrogène, c'est bien le traitement des déchets ménagers, mais qui dit traitement des déchets ménagers dit essayer d'avoir une valorisation maximale des déchets et notamment, pourquoi pas, par l'hydrogène. D'accord. Et initialement, l'hydrogène n'est pas vraiment le cœur de métier de Trifil. Comment un acteur du territoire comme vous a commencé à travailler sur la filière hydrogène et comment vous avez commencé à collaborer avec le centre Rhapsody de l'IMT Mines Albi autour de l'hydrogène? Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire que souvent, les projets sont construits autour de la rencontre entre des hommes. Et c'est ce qui s'est passé puisque en 2006, on a inauguré notre site de traitement des déchets ménagers et était invité un des professeurs de l'école des mines, donc des mines d'Albi, en l'occurrence Didier Grouzet, qui est allé rencontrer notre président fondateur et sénateur honoraire Jean-Marc Pastor et qui lui a dit, vous savez, vous allez produire du biogaz à partir de vos déchets, moi je sais le transformer en hydrogène. Et du coup, à partir de là, a commencé à émerger la filière hydrogène dans nos têtes et à essayer de construire un projet ensemble. Donc, c'est le programme VaBiogas qui veut simplement dire valorisation du biogaz en hydrogène avec un démarrage officiel du projet en 2008.
Donc, c'est vraiment un projet de R&D. On est parti d'une feuille blanche, on avait l'entrant, on savait ce qu'on voulait à la sortie de l'hydrogène, mais il fallait voir au milieu quel procédé on pouvait mettre en œuvre pour réaliser ces étapes-là. Et donc, il y a eu une vraie expertise des mines, notamment sur toutes les études technico-économiques pour choisir le bon procédé. On est parti sur un procédé de reformage catalytique. Donc, on peut se dire que le procédé de reformage catalytique, c'est un procédé connu et qu'il n'y a pas forcément d'innovation à faire là-dessus. Tout au contraire, puisqu'on ne part pas d'une base 100% CH4, méthane, on part vraiment d'un biogaz, donc, où il y a une dilution au CO2 et aussi où il peut y avoir de la présence d'oxygène dedans. Donc, il fallait mettre en œuvre des catalyseurs qui pouvaient résister et avoir une dilution au CO2. Donc, la collaboration entre le centre de recherche Rhapsody des mines d'Albi et Trifil s'est faite toujours autour d'un partenariat dans différents appels à projets, en fait, puisque le programme VaBioGas, dans toutes ses phases, a été soutenu au niveau national par l'ADEME. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que la technologie a été apportée à chaque fois par des sociétés qui sortaient des mines d'Albi. Donc, soit c'était des chercheurs ou des ingénieurs des mines d'Albi qui avaient créé des startups pour développer cette technologie-là. Ce que vous voyez à l'image, là, c'est la première réalisation, en fait, et c'est l'étape pilote pour valider un projet de R&D. Quand on passe d'une feuille blanche, on ne peut pas passer directement à l'étape industrielle. Donc, en 2014, on est venu créer un pilote de production d'hydrogène. Donc, en bas à droite, là, vous avez la photographie du réformeur. C'est une petite cuve. On parle d'un pilote qui est dimensionné à 10 kg jour, mais qui a permis de valider la technologie et surtout d'avoir un hydrogène qualité pile à combustible pour qu'il soit utilisé derrière dans la mobilité. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en 2014, le pilote a été inauguré par Arnaud Montebourg, qui était à l'époque ministre du redressement productif et qui avait vraiment voulu lancer et réunir les différents acteurs de la filière hydrogène à Trifil pour les premiers plans hydrogène au niveau français. Donc aujourd'hui, bien sûr, un projet de R&D, ça a tendance à vouloir monter en TRL et arriver à l'industrialisation. Et c'est ce qu'on essaie de faire, notamment autour d'un projet territorial avec une ressource territoriale qui sont les déchets ménagers et avec un retour vers la population par l'hydrogène. Donc, on peut enchaîner sur la diapo suivante. Merci. Donc, c'est notamment le projet Occitan, alors qui ne se consacre pas uniquement sur la partie production, qui englobe les différentes parties, production, distribution, utilisation. C'est un projet qui a été récemment déposé à l'appel à projet régional donc de la région Occitanie sur l'hydrogène et qui veut mailler le territoire du Tarn en station de production et distribution d'hydrogène donc à partir de la ressource biogaz du territoire. Ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il y a des innovations avec des véhicules lourds, notamment des autocars, et l'expertise de sociétés comme la Safra ou encore la Seine-Evripol sur la filière hydrogène et sur cette utilisation de l'hydrogène. Donc les deux que vous avez mentionnés, VaBioGas et Occitan, sont des projets qui impliquent notamment des activités R&D, mais aussi des activités vraiment de développement industriel avec construction d'infrastructures sur le territoire. Ce sont des projets avec des échelles de temps très longues finalement et avec énormément de partenaires impliqués et qui ont des impacts directs sur le territoire. Au-delà de ce projet, est-ce que vous pourriez nous dire comment l'entreprise Trifil a contribué plus largement au développement de la filière hydrogène sur le territoire, notamment via des collaborations avec Rhapsody, mais aussi avec de nombreux autres partenaires? Oui, tout à fait. Moi, ce que je dis toujours, c'est que la rencontre avec les mines d'Albi a vraiment mis le pied à l'étrier à Trifil sur l'innovation
et notamment sur la filière hydrogène. Et ça s'est concrétisé dès 2007, puisque les mines d'Albi, Trifil et d'autres partenaires ont créé une association qui s'appelait Pyrénées et qui avait pour but de promouvoir la filière hydrogène en région Midi-Pyrénées. Puis derrière, avec la fusion des régions, la région Occitanie s'est emparée de cette filière hydrogène et a repris le flambeau pour créer une animation qui s'appelle aujourd'hui IDEO. Et avec le plan qu'on a pu connaître sur l'hydrogène au niveau de la région Occitanie. D'autres dates un peu clés, 2012, avec l'expertise de Didier Grouzet, des mines d'Albi, on a créé aussi le premier vélo à hydrogène, alors vraiment avec une vocation pédagogique, faire toucher du doigt aux gens qu'est-ce que pouvait être l'hydrogène et comment on pouvait l'utiliser. Et à l'époque, on avait utilisé une pile qui venait de chez Pragma Industries. Toujours sur la filière hydrogène, mais dans d'autres domaines que le reformage du biogaz, on a travaillé avec d'autres laboratoires régionaux, notamment l'INRA de Narbonne, le LBE de l'INRA de Narbonne, avec un dépôt de brevet en 2017 sur la fermentation sombre, donc comment finalement produire directement de l'hydrogène lors de la dégradation des déchets ou de la biomasse. On travaille aussi avec l'INSA de Toulouse sur la méthanation biologique, donc qui met en œuvre de l'hydrogène. Et bien sûr, on continue toujours les échanges et les collaborations avec les mines d'Albi. On s'intéresse de plus en plus aux procédés de pyrolyse et de gazéification, des déchets notamment, avec l'expertise de Sylvain Salvador aux mines d'Albi. Et plus récemment, on a répondu avec les mines d'Albi à un appel à projet européen sur le reformage du biogaz et la valorisation du CO2, et autour des équipes de Rhapsody et d'Angeniziu et de Doan Panmin. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette intervention. Ça nous a permis d'illustrer comment l'établissement Trifil collabore avec un des centres de recherche de H2Mines et de voir comment un acteur du territoire comme Trifil peut s'impliquer dans le développement de la filière hydrogène sur son territoire. Donc, cette session de présentation est désormais terminée et je remercie tous les intervenants pour leurs interventions. On a pris un peu de retard sur le programme initial, mais voilà, on va prendre quand même quelques minutes pour répondre aux questions et je laisse la main à Rodrigo Rivera-Tinoco qui est enseignant-chercheur à Mines ParisTech et qui sera le modérateur pour la session de questions-réponses. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour les questions qui sont arrivées au fil de l'eau dans le chat. Et comme vous pouvez voir, dans la filière H2Mines, il y a une série de compétences qui vont de la production jusqu'à l'utilisation et mise en spécification. Et justement, si on structure un peu la série de questions, je commencerai par une qui a été posée par M. Briand d'Athéna. Étant donné qu'on peut le faire aussi, donc je vais activer votre microphone. Rodrigo, il faut que tu réactives ton micro. Et en fait, je pense que comme on n'a pas le temps, est-ce que tu peux lire les questions ? On y va. Très bien. De toute façon, mon micro il est ouvert normalement. Alors, donc, la question de M. Briand pour M. Boucli, c'est que, en effet, il y a un intérêt très fort pour le développement de l'électrolyse, mais qui d'autres technologies, par exemple, la production d'hydrogène par la voie biologique? Alors, effectivement, l'accent est mis dans le plan, dans la stratégie nationale hydrogène, l'accent est mis sur l'électrolyse, mais évidemment, ce n'est pas pour autant qu'il faut écarter les autres modes qui font également l'objet de recherches et de démonstrateurs. Je citerai en particulier la société Hafner Energy
qui développe un procédé un peu original de pyrogasification et qui dans un premier temps produit un syngas, un gaz de synthèse, qui peut ensuite évoluer vers la production d'hydrogène. Il y a un démonstrateur d'envergure qui est actuellement mis en place, qui est en cours de mise en place à Strasbourg et qui devrait bientôt démarrer. Ça a évidemment l'avantage de fournir une solution au traitement des déchets en complément ou je dirais à côté d'autres solutions qui ont été évoquées tout à l'heure, traitement des déchets par les torches plasma. C'est l'occasion de développer des projets de territoire tout à fait intéressants. Okay, merci beaucoup. Une autre question, et ça, je pense que c'est plutôt dirigé vers Christian et potentiellement aussi les personnels de Symbio. C'est une question de M. Baudet, des Altran Prototype Automobile. Donc, je lis le message. Donc, au Japon, Toyota et Honda travaillent sur le développement de véhicules à hydrogène pour les usages en mobilité propre, mais en microcentrale aussi auxiliaire, capable d'alimenter une maison. Avec les programmes V2H, donc alimentation des habitations avec des batteries, et V2G, donc injection de l'énergie des batteries dans le réseau, est-ce que le véhicule hydrogène sera pris en compte dans ces projets de décentralisation énergétique? Comme première question. Christian, peut-être? Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien tout saisi. Oui, dans ces programmes, notamment au Japon, on favorise beaucoup la cogénération pour l'habitat. Donc, il y a effectivement un programme de commercialisation de systèmes piles à combustible, le programme Enefarm. Bien sûr, après, c'est tout un environnement qu'il faut créer et les interactions entre les différents usages de l'hydrogène. Je pense que c'est un des gros avantages de la filière, hein, c'est qu'on peut adresser différents usages très variés pour différents types d'applications, la mobilité, la cogénération, l'industrie. Donc, il faut bien sûr arriver à intégrer tous ces usages et à développer des synergies entre eux. Ok, donc comme ça aussi je profite aussi pour donner un complément, car la deuxième question elle est liée à s'il y a ce type d'utilisation, quel serait le prix de l'hydrogène? Donc au CES, on a aussi pas mal étudié les questions économiques de la filière, d'un point de vue procédé, combien ça va coûter et quels sont les leviers de développement technologique. Mais si on regarde exclusivement les côtés efficacité, si on a une production décentralisée d'hydrogène pour faire aller-retour électricité, hydrogène, électricité, la performance ou l'efficacité ne sera pas forcément terrible. Donc on va être aux environs des 50-60%. Donc là, ça va pénaliser naturellement les coûts de l'énergie qu'on aura. Donc ça veut dire que l'hydrogène, il faut qu'il soit très peu cher. Et pour que ça soit très peu cher, ça veut dire que soit on est dans l'utopie de prix d'électricité négatif avec des prix d'électrolyseurs en dessous des 1 000 € par kilowatt, mais en plus avec des technologies potentiellement aussi réversibles pour éviter un double investissement électrolyseur-prix. Donc voilà pour cette question. Après, j'ai une question potentiellement aussi pour Pascaline concernant la plateforme Minerve et les projets iTrend. C'est qui du prix ou du coût de production du méthane dans les projets ou quelles seraient les cibles? Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment effectué en fait cette analyse de coût. Donc, là, je suis pas capable en fait de vous fournir ces données économiques, hein. Les études actuellement ont juste démarré. Après, il faut aussi bien voir que la plateforme, comme je l'ai déjà signalé, c'est une plateforme de test et de prématuration technologique.
Donc, elle ne décrit pas nécessairement, voilà, d'un point de vue économique, en fait, les performances d'une plateforme en grandeur réelle. Donc, la plateforme Miner va permettre de générer des données qui vont nous aider à établir des bilans économiques, mais on devra pour cela se placer à une échelle en grandeur plus réaliste. Ok, merci Pascaline. C'est en effet que les coûts, ça sera toujours un driver à observer. Et la question qui a été posée, pardon, je n'ai pas mentionné, c'était de Jawad Ameshan des GTT. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup d'activités qui bougent dans la production d'hydrogène, mais aussi le méthane, y compris les transports en liquéfié, l'effet d'avoir du méthane pas forcément très cher pourrait être un avantage. Après, j'ai peut-être aussi une question pour Pascaline, mais c'est aussi en vue de l'avancement des Hydrant et des autres projets. Quels sont les industriels qui aujourd'hui manquent dans les réseaux ou des partenariats qu'on pourrait aussi consolider, aussi pour que les personnes qui sont en audience potentiellement nous contactent? Donc aujourd'hui, eh bien, parmi les industriels qui pourraient participer au projet, il y a bien entendu des équipementiers de procédés. Donc, dans le cadre du projet iTrain, en fait, on se focalise sur un développement de procédés sur l'étape de régénération thermique du solvant. Donc, cette étape-là, elle est couplée nécessairement donc, au procédé de captage en lui-même. Donc, certaines entreprises, en fait, développent déjà à l'échelle industrielle des procédés de captage compact. Donc, un partenaire industriel, par exemple, qu'il faudra associer dans la suite de ce projet, c'est un partenaire qui pourra fabriquer l'équipement qu'on aura conçu pour la partie régénération du solvant et le coupler avec les technologies existantes, compactes, sur l'étape de captage du CO2 qu'on extrait des fumées. Merci beaucoup Pascaline. Je souhaiterais aussi peut-être demander à Christian éventuellement un complément de réponse et aussi je vais donner la main pour éviter qu'on soit trop en retard, pour procéder par la suite à la clôture. Bon, merci. Juste pour compléter un peu ce qu'a dit Pascaline, là, je dirais que oui, effectivement, le projet iTrain, il est au démarrage et qu'on a prévu une séance de diffusion des résultats en fait sous la forme. Alors initialement, on voulait faire un workshop en invitant les partenaires de la filière. Donc je ne sais pas comment on le fera, mais le projet doit durer 3 ans. Donc on est encore à presque 2 ans et demi je pense de la clôture. Donc quelques mois avant en fait ou juste après la fin du projet, on fera une séance de restitution des résultats. Et effectivement là, on pourra aussi analyser quels industriels pourraient être intéressés par les résultats de ce projet-là. Il est très vaste. On y parle de production d'hydrogène par différentes voies, donc électrolyse, hydrogène issu de biomasse, méthanation, etc. Donc il y a aussi toutes les interactions avec les réseaux de gaz et d'électricité. Donc je pense que là, les acteurs de ces domaines-là pourraient être aussi intéressés par les résultats de l'étude. Et c'est peut-être une espèce de germe qui pourra permettre de susciter des collaborations. Donc, je sais pas, on clôt la séance de questions. Oui. Ok, écoutez, je vais me permettre de conclure alors ce webinaire en vous remerciant tous, bien sûr, d'avoir participé. Un petit peu chaotique au démarrage, toutes nos excuses pour ça. Donc un grand merci aux intervenants, bien sûr, pour leur contribution et le temps de préparation pour assurer ce webinaire, et puis à toutes les personnes connectées pour l'intérêt qu'ils ont témoigné durant les échanges.
On espère que ce webinaire aura contribué à améliorer la visibilité et puis la lisibilité aussi de nos actions. C'était un des objectifs de la création du groupe H2Mines. Peut-être un commentaire plus général, je dirais qu'après plus de 25 ans d'activité dans le domaine de la filière, on a tous été témoins de fluctuations, donc des hauts, des bas pour le développement de cette filière hydrogène. On espère aujourd'hui que l'enthousiasme qui est manifesté par un certain nombre d'acteurs et puis à tous les échelons se traduira enfin par le décollage de la filière. Je dirais que le contexte énergétique et environnemental l'exige. Et puis tous les acteurs semblent convaincus. On discute au niveau français avec l'ensemble des acteurs de la filière mobilité notamment, qui se mettent tous en ordre de bataille pour développer cette filière. En tout cas, nos labos sont prêts. Voilà, on a une grande expérience sur différents domaines. Donc, encore une fois, on ne traite pas bien sûr tous les points, mais sur certains points précis, je pense que voilà, on n'a pas à rougir des recherches qu'on a pu mener jusqu'ici. Donc, on a certains niveaux un très haut niveau dans certains domaines. Donc, comme je le disais en introduction, pour poursuivre les échanges, on va vous envoyer un questionnaire. Donc, j'espère que vous pourrez prendre quelques minutes pour le consulter. Et puis, à partir des réponses que vous pourrez donner, on organisera les étapes suivantes, c'est-à-dire soit l'organisation d'ateliers thématiques, comme on voulait le faire, sur par exemple la production ou le stockage ou l'utilisation de l'hydrogène, en spécifiant un peu plus la thématique. Et puis, ça peut aussi être des rendez-vous B2B entre les chercheurs du groupe et puis les industriels qui voudraient creuser un aspect plus précis. Voilà, donc un grand merci à tous, à l'équipe d'organisation du webinaire, donc Johanna qu'on a vu, Annabelle qu'on n'a pas vu aujourd'hui et Jean-Clément, et puis tous les chercheurs du groupe et également toutes les personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Et donc on espère à très bientôt donc.